Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale avec Wartalk. Donc voilà, je sais pas si tout le monde le connaît ici, mais il va se présenter un petit peu. Salut à tous, Wartalk, youtubeur depuis quelques années déjà, et je remercie Café pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec lui, enfin travailler, faire une vidéo et parler du Barça, même si c'est un club qui nous fait beaucoup de mal. On a des choses à dire hein, aujourd'hui. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Bah moi, c'est un grand plaisir. Ça fait un petit moment aussi que je me disais que on ferait une petite vidéo ensemble. Ça pourrait être sympa. J'aime bien ce que tu fais, donc voilà, c'est l'occasion quoi. Merci, merci, un grand honneur. En plus, là, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, Xavi, tout ce qui est par rapport à la tactique. Et on aura beaucoup de choses à dire, donc j'espère que vous êtes prêts derrière vos écrans. Et j'espère que Café, toi aussi, t'es prêt, hein. Ouais, moi ça va. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Le premier point, je l'ai nommé l'instabilité tactique de Xavi. Après, on pourrait nommer ça aussi par toutes les compétences tactiques de Xavi, tous les changements qu'il a opérés depuis son arrivée. Donc, on va commencer en parlant donc de Xavi, depuis son arrivée, tout ce qu'il a mis en place. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, ça va être trop long, mais vous allez le voir dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il a mis en place. Déjà, pour commencer, quand Xavi arrive au Barça, il y avait donc notre ami Ronald Koeman, qui a fait Barça, apprécie beaucoup, je pense, Un grand qui ami à était là. moi, ouais. Et voilà, tactiquement, c'était pas non plus la folie. Et Xavi a dû apporter beaucoup de changements. Pour avoir rapidement des résultats, ce qu'il a mis en place, c'est donc évidemment un jeu de position. Il a beaucoup répété qu'il voulait avoir le ballon le plus possible, mais c'était beaucoup un jeu de transition, un jeu très vertical aussi. On voyait notamment beaucoup de Ter Stegen avoir un jeu long pour toucher directement le numéro 9 et ne pas hésiter à avoir un jeu très vertical. On l'a vu notamment face à Naples en Europa League. Ça a été vraiment le match qui le décrit le mieux, un gros pressing, dès la récupération, une équipe qui se projette vers l'avant. Et c'était comme ça que le Barça jouait. Maintenant, on a vu lors de la deuxième saison beaucoup plus de force défensive parce que le Barça encaissait beaucoup moins de buts. Maintenant, la réalité, c'est que le Barça n'a pas non plus joué un football défensif. Ce n'est pas non plus devenu le cholismo. On va pas exagérer. La réalité, c'est surtout que le Barça a surtout eu plus de contrôle, a plus eu le ballon et a été beaucoup plus à l'aise lorsque le Barça a perdu le ballon parce que Xavi a mis en place donc la fameuse back qui était très solide derrière avec des attaques placées. Et on voyait même quelques moments où le Barça avait beaucoup d'espace, aurait pu jouer un football vertical, mais il préférait reconstruire de l'arrière, prendre plus de temps. Et à chaque fois, il y avait cette notion de contrôle avec 4 milieux de terrain, avec Busquets qui était là aussi pour réguler. Et puis, donc la troisième saison est arrivée. Et là, on a vu une équipe du Barça un peu différente. Dans un premier temps, on a vu beaucoup moins, on va dire, d'attraits défensifs ou en tout cas plus de risques qui ont été pris. Toujours avec deux latéraux offensifs, Balde et Cancelo. Cancelo qui s'insérait au milieu de terrain. Tu as eu pendant un premier temps deux centraux simplement à la relance lorsque le Barça avait le ballon, trois milieux de terrain devant la défense. Et là, c'était beaucoup plus offensif. C'était bien quand le Barça avait le ballon, mais quand il ne l'avait pas, c'était beaucoup plus compliqué. Et on a vu beaucoup, beaucoup de buts encaissés et ça a été quand même assez problématique. Donc Xavi a changé ça et il est revenu un peu plus sur ses fondamentaux où on voit plus de jeux en transition. Notamment le match face au PSG en Ligue des Champions, on l'a vu. Pour moi, c'est un bon exemple. On voit beaucoup de Ter Stegen toucher directement Lewandowski qui joue sur Rafinha, un jeu travaillé pour exploiter la profondeur. Et donc tous ces changements-là, qu'est-ce que tu en penses qu'a fait Barça? Et est-ce que tu penses que c'est plus quelque chose de négatif, de positif? Est-ce que tu ne penses pas que Xavi se perd un petit peu et qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour la suite, tout simplement? Bon, ça fait beaucoup. Je pense que c'est plutôt bien résumé. Je pense que c'est vrai que Xavi aussi. Je pense qu'on a tous été un petit peu surpris quand il est arrivé parce qu'on s'attendait à évidemment la relève de Guardiola, tout ça. Guardiola qui est vachement dans un football très patient et c'est pas forcément ce qu'on a vu avec Xavi où comme tu dis, on a un jeu très direct, très vertical. Et, euh, et au final, ça coupe un petit peu. On s'attendait à plus de fameux tiki-taka, des choses comme ça, mais au final, c'est pas forcément ce qu'on voit. Et d'un autre côté, on n'a pas forcément les joueurs non plus pour pratiquer ce genre de football. Donc, on a un Barça beaucoup plus vertical, c'est vrai. On voit surtout, comme tu as dit, une différence entre le Barça du début, quand Xavi, enfin, du début de Xavi, quoi, quand il est arrivé, où on jouait en une sorte de 2-3-5, on va dire en phase de possession, évidemment, quand on attaquait. Et là, cette saison, on a vu quand même un gros changement avec, je pense aussi, la blessure de Baldé, qui Ouais. fait que Cancelo a dû jouer latéral gauche. Donc, on est repassé avec une défense à 3.
peut-être pour sécuriser aussi un petit peu cette défense, parce qu'on se fait ouvrir cette saison par rapport à la saison dernière, comme tu l'as dit. Et, euh, et donc ça fait qu'on a une équipe un petit peu moins offensive, on va dire. Parce qu'en début de saison, on avait vu franchement un Barça assez plaisant, qui prenait un petit peu plus de risques. C'est parce que aussi il y avait les deux Joao sur le terrain, je pense aussi. Joao Félix y apportait un petit peu beaucoup de mouvement, beaucoup de créativité, beaucoup de combinaisons aussi avec Lewandowski en attaque, plus qu'un milieu comme la saison dernière avec Gavi par exemple, qui est plus dans le contrôle ou quoi. Euh, et avec Cancelo au milieu, qui s'insérait à côté du pivot et à côté de Frenkie, et à côté du fameux pivot Roméo évidemment, et qui apportait cette folie au milieu, quoi. Et en début de saison, on a vu tout ça, et il y avait quelque chose qui s'installait de sympathique. Mais je sais pas si Xavi a changé parce que on se faisait ouvrir défensivement, ou parce que aussi, d'un coup, bah, il y a certains joueurs qui n'ont pas été au niveau, comme Roméo. D'un côté, c'est pas forcément la chose la plus étonnante, mais en tout cas, on n'avait pas de pivot sur qui compter. Et en plus, la blessure de Baldé qui fait, comme je l'ai dit, que Cancelo est passé à gauche. Donc en fait, c'est un petit peu aussi du bricolage, on va dire. Comme souvent, en fait, depuis des années. Donc Mais je en sais soi, pas ce qui si est c'est bien, voulu. ouais, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que Xavi est capable aussi de s'adapter. On voit que, par exemple, quand les joueurs sont en méforme ou blessés, il peut directement changer de système. Si l'équipe se fait ouvrir défensivement, il va jouer un football plus offensif et inversement. Enfin, non. Si l'équipe se fait ouvrir, il va jouer plus défensif. Vous avez compris quoi dans l'idée. Mais en tout cas, par rapport à ça, il s'adapte bien et il arrive à trouver des solutions. On voit qu'il peut alterner entre le jeu où tu contrôles l'adversaire, tu le domines, ou le jeu où tu acceptes de te faire dominer aussi. Et quand on y réfléchit, si on regarde les grandes équipes en Europe, Guardiola ou qui que ce soit, dans les grands coachs, dans les grands clubs, on voit que, en tout cas pour le jeu de position, il faut avoir cette capacité de dominer l'adversaire, mais savoir aussi se faire dominer. Même City joue beaucoup en transition. Et je pense que les gens aujourd'hui caricaturent un peu trop le jeu. Est-ce que tu vas avoir le ballon? Est-ce que tu ne veux pas l'avoir? La réalité, elle n'est pas là, elle est entre les deux. Il faut savoir être bon dans les deux séquences. Et pour moi, ce qui manque à Xavi, c'est que souvent dans son jeu, il va contrôler l'un, mais pas assez l'autre. C'est rare qu'il trouve vraiment le bon équilibre entre les deux. Et c'est ça, personnellement, que je le reproche aussi dans cet aspect schéma de jeu. Bah, la comparaison avec City, elle est intéressante parce que c'est toujours Guardiola, voilà, et puis le Barça. Après, évidemment, comparer Guardiola à Xavi, bon, il n'y a même pas photo. Guardiola, c'est un génie, mais je pense que tout le monde le sait, toi tu le sais. Xavi n'est clairement pas pour moi un génie, même s'il y a des choses intéressantes ou quoi, mais on n'en est pas, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Maintenant, c'est vrai que Guardiola n'hésite pas non plus, et de plus en plus, les équipes en Europe n'hésitent pas à jouer aussi de manière verticale et un peu directe. Surtout dans les équipes où tu domines, tu le sais, en face, c'est de pire en pire. Tu as des joueurs, des équipes en face qui se présentent avec des défenses à 5 en 5-3-2, avec des blocs de plus en plus bas. Donc en fait, t'es obligé de t'adapter aussi un petit peu et pour éviter de trop jouer, on va dire, avec ton bloc haut et puis de patienter et puis faire tourner pendant 3 heures en essayant de trouver la solution avec de moins en moins aussi de joueurs qui créent des solutions par eux-mêmes. Euh, Guardiola, quand il avait Messi, c'était plus simple que là avec des joueurs qu'il a à City où c'est pas les mêmes profils, quoi. Forcément, c'est pas des joueurs comme ça. Donc des fois, tu es obligé de jouer un peu direct. On le voit, la relation De Bruyne-Haaland, où des fois, ça balance Haaland en profondeur et voilà, il arrive face au goal et c'est tout. Il n'y a pas de construction, quoi. Maintenant, le Barça, c'est une équipe qui se précipite beaucoup trop, quoi. Et ça, c'est assez problématique. C'est une équipe qui a plus de possession euh, que beaucoup d'équipes en Europe. Limite, ils ont à peu près la même possession que City, mais je sais même pas si c'est pas au-dessus, limite, léger ou juste en dessous. Euh, mais ils gardent moins longtemps la balle. Euh, Moins de secondes, on va dire, quoi. On voit City avec Guardiola, c'est un jeu très patient où ça va faire tourner, ça va mettre en place le bloc. Et puis le Barça a tendance à lâcher trop vite son ballon, à se précipiter. En tout cas, les joueurs qui sont sur le terrain, je sais pas si c'est une consigne du coach, mais en tout cas, on a des joueurs qui se précipitent parfois trop, ce qui fait aussi que le bloc n'est pas en place et ce qui fait aussi qu'on se fait ouvrir défensivement. Ça, il y a une raison à ça.
pour cette saison, quoi. Et quand on voit, par exemple, j'ai vu ça tout à l'heure, je trouvais ça intéressant. Le Real, par exemple, qui est une équipe vachement aussi de transition, beaucoup plus que le Barça. C'est pas une équipe qui va tenir beaucoup plus la balle et tout ça. Et pourtant, le Real a moins de possession en moyenne dans ses matchs, mais ils gardent la balle plus longtemps quand ils construisent une action, quoi, quand ils Ouais, créent, quand ils s'organisent. ils Et sont le pas fait que le prévenus. Real garde plus longtemps la balle, en soi, c'est pas vraiment normal avec les joueurs qu'ils ont, tu vois, par rapport au Barça. Ouais, non, c'est vrai. Bah écoute, je te propose d'aller sur le deuxième point, et là on va plus se concentrer sur cette saison. L'une des plus grandes problématiques, ça a été le nombre de buts encaissés. Ça a été assez catastrophique. Enfin, il y a 6 matchs où le Barça a encaissé 4 buts au plus, c'est énorme. Et globalement, il y a eu trop de buts encaissés bêtement. Et donc par rapport à ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Et je pense que quand le Barça encaisse beaucoup de buts, ce que les gens font en premier, c'est taper sur Ter Stegen, taper sur les défenseurs, et c'est ce qu'il y a de facile. Ou en tout cas, dire qu'il n'y a pas de pivot. Enfin, c'est des pensées un peu trop, on va dire, simplistes. Et ce que j'aimerais surtout dire, c'est que Xavi a quand même son mot à dire là-dessus. Lui aussi a une part de travail qu'il doit faire et qui n'a pas très bien été faite cette saison précisément. Et là, il y a 2 points très importants selon moi. Le premier, c'est le pressing. Je trouve qu'aujourd'hui, le Barça est beaucoup moins efficace dans son pressing. Il y a beaucoup de matchs aussi où on voit le Barça presser. Je ne sais pas si tu le remarques, mais on voit un joueur qui va faire le pressing, puis un autre qui va le suivre, puis un autre qui va le suivre, et ça se fait à la chaîne en fait. Alors que globalement, enfin, l'idée principale du pressing, c'est d'aller en bloc, chasser l'équipe et empêcher d'avoir des espaces. Mais quand tu vas un par un, regardez par exemple le match La Real Sociedad, il y a peu de temps là, on a vu, c'était catastrophique, quoi. Ils avaient tout le temps de se retourner, de lever la tête, de regarder quel joueur est libre, de faire la passe, et c'est pas un pressing bon. Alors que tu es haut sur le terrain, tu laisses des espaces, mais en même temps, t'es pas efficace. Donc forcément, il y a de l'espace dans le dos des défenseurs, et là, c'est Koubarsi qui est mis en danger, c'est Inigo Martinez, c'est Araujo, etc. Donc pour moi, le pressing, c'est déjà très important. Si tu domines le jeu haut, si tu pousses l'équipe à être bas sur le terrain, bah à ce moment-là, tu es beaucoup plus à l'aise et tu concèdes beaucoup moins. Et ensuite, en dehors du pressing, il y a aussi le contrôle. Tu en as parlé un petit peu là, le Barça a du mal à contrôler le match, à avoir des séquences de possession longues, pas assez patient, trop de ballons longs balancés, et ça, c'est aussi un problème. Parce que si tu as des plus longs temps de possession, évidemment que tu concèdes moins d'actions, on va dire, où tu es en danger. C'est un peu l'idée de base, hein, quand tu mets un jeu de position en place. Guardiola l'a toujours dit, Xavi l'a toujours dit. Si tu as le ballon, l'équipe en face ne l'a pas, et donc forcément, il ne peut pas être dangereux non plus. Donc ça, c'est très important. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce contrôle-là, dont on a déjà parlé un petit peu, mais surtout maintenant par rapport à ce pressing du Barça, qui est pour moi beaucoup moins efficace cette saison. Déjà, par rapport au contrôle, tu dis forcément, plus tu as le ballon, plus l'adversaire ne l'a pas et donc a moins de chances de créer des occasions. Mais plus que ça aussi, c'est quand tu veux, quand tu joues quand tu produis du jeu de position, quoi. euh, Normalement, tu fais monter tout ton bloc et il faut aussi être patient, que les joueurs évitent de perdre la balle trop vite parce qu'il faut que le bloc se mette en place. Il faut que les joueurs, en fait, parce que il y en a plein qui disent que le jeu de position, c'est un jeu aussi très offensif parce que tu as tout ton bloc qui est très haut. Mais justement, ça, c'est pour aussi te permettre de très bien défendre. Enfin, de très bien défendre par rapport dans le domaine du contre-pressing surtout. Parce que plus ton bloc est en place et haut sur le terrain, si tu perds la balle, c'est ce qu'on voyait avec Guardiola, le contre-pressing de Guardiola à Barcelone était incroyable parce que bah, au moment où tu avais un joueur qui perdait la balle, l'équipe était tellement bien placée que directement le joueur qui récupérait la balle, il y avait 3 joueurs autour de lui direct qui se jetaient sur lui. Donc on récupérait la balle je sais plus, il y avait la règle, je sais plus combien de secondes c'était. Avec Luis Enrique, c'était encore plus bas, je crois. Hein? 8 secondes, Ouais. exactement. 8 En tout cas. secondes, Luis Enrique, je crois que c'était 5 ou 6 ou un truc comme ça. Il voulait encore plus récupérer plus rapidement. Mais c'est ça le but aussi, d'avoir ton bloc pour te permettre de faire un contre-pressing le plus efficace possible. Et là, en perdant la balle le plus vite, enfin, en te précipitant et en perdant la balle sans que ton bloc il soit en place, bah derrière ton contre-pressing, déjà que tu as des joueurs, on va en parler, mais c'est moins efficace, mais quand tu perds Gavi, par exemple, et Busquets, qui dans le positionnement est un maître absolu, eh bien, forcément, c'était obligé d'être moins efficace dans le contre-pressing, quoi. C'est un peu logique.
Et derrière, tu te retrouves en fait dans des situations où tes défenseurs, comme tu l'as dit, comme on l'a vu contre la Real Sociedad ou Koubarsi, ils se retrouvent seuls à défendre, à devoir défendre contre Baker, je crois que c'était. Et tu as d'autres matchs comme ça où tu as des exemples parfaits, où tu as un joueur qui se retrouve. Il y a un exemple aussi, le but de Saragossa, là, qui lui a, qui lui Ah, a créé une carrière. Il super. est parti au Bayern après sur ça, où il lave complètement Koundé. Bah, Koundé, on perd trop rapidement la balle. Ils envoient un long ballon sur Saragossa qui part tout seul et il est en un contre un contre Koundé. Donc, on passe d'un bloc qui presse bien où tu as t'as une défense, certes, qui est efficace, tout ça, à d'un coup des joueurs qui doivent jouer les 1 contre 1, quoi. Et ça, c'est sûr que si ton défenseur il se loupe, bah, derrière, il est face au goal, quoi, lui. Donc c'est logique. Ouais, on parle beaucoup de marquage individuel, et c'est vrai, mais dans les faits, le marquage individuel, il doit être fait proprement avec beaucoup de couverture. Et quand tu as 30 mètres d'espace pour un attaquant, évidemment que c'est pas normal. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Au plus tu as du contrôle, au plus les phases de possession sont bonnes, au plus le pressing est facile aussi. Donc en soi, c'est un lien de cause à effet, et les deux sont liés, et donc défensivement aussi, c'est important de le prendre en compte. Maintenant, si on continue dans cet aspect-là, il y a aussi les sorties de balles. Et je sais pas ce que toi tu en penses, tu diras, hein, mais pour moi, c'est vraiment un gros problème, peut-être l'un des plus gros problèmes cette saison du Barça. Je trouve vraiment les sorties de balles très mauvaises et j'ai toujours dit hein, sur Twitter, je l'ai beaucoup répété, on m'a pris des fois un peu pour un fou, j'ai l'impression, mais pour moi, De Jong est hyper responsabilisé dans les sorties de balles. On le voit, il débarre les actions en défense centrale et il doit remonter le ballon jusqu'en attaque, seul balle au pied. Et dans quel jeu de position vous voyez ça? Est-ce qu'à Arsenal, vous voyez un joueur qui doit faire ça? Est-ce qu'à City, vous voyez ça? Est-ce qu'au PSG, vous voyez ça? Non. Il n'y a que au Barça qu'on voit ça. Et ça, c'est pas normal. Et ça prouve bien. On me dit des fois que c'est De Jong qui garde trop le ballon ou qui se positionne mal. Mais est-ce que c'est pas le coach qui doit lui dire qu'est-ce qu'il doit faire sur le terrain? Parce que si il fait autant d'erreurs que Xavi ne dit rien, c'est lui le fautif. Alors au bout d'un moment, faut essayer un peu de comprendre qui est responsable. Et par rapport à ça, ça montre bien les problèmes. Et puis comme j'ai dit au début de vidéo par rapport à l'instabilité tactique de Xavi, on voit que quand le Barça jouait bien, était compétitif, c'était souvent avec un jeu long à la relance. Que ce soit Ter Stegen qui trouvait directement le numéro 9, ou même récemment, Pau Cubarsí. Il a explosé, il a été impressionnant. Pourquoi? Parce que son jeu long a été excellent. Regardez, face à Naples, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, mais c'est surtout du jeu long. Face au PSG aussi, c'est du jeu long. Et ça aide beaucoup le Barça. Parce que les schémas de jeu ne sont pas assez bien travaillés, parce que tu n'arrives pas à trouver l'homme libre, parce que tu te précipites trop. Et ces sorties de balle, pour moi, c'est un gros problème. Et ça fait que l'équipe ne peut pas mettre en place son jeu et ça nuit un petit peu aux joueurs. Les sorties de balles longues, j'ai l'impression que c'est un peu aussi le style de Xavi. Je pense pas que ça soit. Je pense que c'est vraiment voulu, tu vois. Je pense pas que ça soit un manque de solution ou un manque de qualité des joueurs. Je pense que souvent on essaie, et la saison dernière, on y arrivait beaucoup mieux à sortir. Ter Stegen réussissait beaucoup plus son jeu long sur Lewandowski. Il y avait beaucoup cette relation Ter Stegen-Lewandowski la saison dernière qui fonctionnait. Cette saison, ça fonctionne beaucoup moins. On a un Ter Stegen un peu moins précis. Mais en général, ouais, le jeu long, j'ai l'impression que c'est vraiment voulu par Xavi qui cherche pas absolument à sortir court, quoi. Après, par rapport à Frenkie, bon, c'est un sujet qui fait débat, Frenkie, mais bon, en parlant juste des sorties de balles, ça, je sais pas si tu avais vu la vidéo de Xavi, sa masterclass, là où il expliquait un petit peu sa tactique, tout ça, à Al Sadd. Donc Ouais, j'ai c'était un vu. peu sa vision de football au final. Tu pouvais te voir des choses qu'il disait dans cette vidéo qu'il allait appliquer au Barça avec évidemment les profils qu'il a dans son équipe. Et on voit que lui, il veut sortir la balle avec trois défenseurs centraux et un double pivot. Et il dit dans la vidéo que un de son... Enfin, t'as le pivot et l'autre qui est dans le double pivot, donc en l'occurrence Frenkie, euh, descend et se place à la place du latéral gauche. Et que le latéral, on va dire, il monte. Ou alors si c'est un ailier, parce que lui, il jouait quand même à Al-Sadd, je crois, avec vraiment trois défenseurs, il me semble. Il n'avait pas un latéral comme Baldé, par exemple, qui prenait le couloir, c'était vraiment juste trois. Mais il disait que son double pivot se plaçait soit dans la défense, si ton défenseur central est gaucher, par exemple, comme Inigo Martinez, bah, c'est Inigo Martinez qui va à la place du latéral. Soit ton double pivot, il se place pour sortir la balle à la place du latéral gauche. Et là,
il a peut-être plus de champs devant lui pour avancer, quoi. Et au final, c'est ce qu'on a vu avec De Jong, surtout la saison dernière. Euh, mais, euh, mais là, on le voit moins, en fait, j'ai l'impression. Cette saison, j'ai l'impression que Frenkie, il redescend, et qu'il n'a pas exactement le même rôle, qu'il redescend des fois trop bas. Parce que en fait, ce qu'on a vu aussi la saison dernière, c'est qu'on jouait, et même en début de saison, on voyait deux défenseurs centraux. Comme tu l'as dit, on avait Cancelo et Balde. Et même quand Xavi est arrivé au tout départ et qu'il avait, enfin, après le mercato hivernal et qu'il avait Daniel Alves, on avait un latéral qui faisait comme Cancelo en début de saison, qui venait se placer au cœur du jeu. Et donc, on jouait avec deux centraux, Jordi Alba au départ et après Balde qui prenait le couloir. Et on avait deux centraux et trois milieux. On avait Frenkie, Busquets et Daniel Alves, ou alors Frenkie, Romeu et Cancelo en début de saison. Et ça permettait à Frenkie d'avoir cette liberté-là et de pouvoir avancer et pouvoir attaquer l'espace pour justement essayer de faire sortir les adversaires, tu vois, qui jouaient vraiment en bloc. Maintenant, là, on joue vraiment avec trois défenseurs centraux. Et Frenkie, des fois, je le trouve trop bas. Et des fois, ça sert à rien. Parce qu'il amène, ça c'est ce que je disais dans certaines vidéos, il amène son joueur avec lui, alors que le défenseur, en fait, c'est à lui d'avancer. Et pour moi, c'est ça aussi un des problèmes pour sortir les ballons cette saison. Un de nos problèmes, c'est que les défenseurs, ils restent trop bas, ils avancent pas avec le ballon. Alors que c'est le truc de base, en fait, pour pratiquer ce football-là, le jeu de position, c'est que ton défenseur, il doit avancer pour faire sortir l'attaquant et pour que le mec derrière il soit libre. Trouver l'homme libre derrière la zone de. Enfin, derrière la ligne de pressing, quoi. Et en fait, on a des défenseurs qui restent trop bas, qui attendent. Et donc, Frenkie, lui, qui vient chercher le ballon et tout le monde est dans la même zone, ça n'a aucun sens pour moi. Ça, c'est un gros problème. Je suis d'accord avec toi, hein, parce que la saison passée, comme tu dis, il était beaucoup dans la zone côté gauche, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y avait Busquets. Et Busquets reculait aussi et demandait beaucoup de ballons, organisait le jeu. Là, Christensen, moi j'aime bien ce joueur, il est bon défensivement, etc., mais c'est pas lui qui va décrocher et demander des ballons. Et cette saison, quand il est avec Christensen, au final, il doit tout faire tout seul. Et à chaque fois, il a le ballon et il doit dribbler un joueur et ensuite casser une ligne. Et on en demande énormément à De Jong. Et je sais pas si les gens se rendent compte de l'effort déjà physique qu'il faut, et puis la qualité technique pour ressortir les ballons comme ça seul. Regardez simplement les temps de possession. Amusez-vous à compter le temps qu'il prend à chaque fois à faire sa passe, comparez ça aux autres joueurs, et vous comprenez bien qu'il a un rôle plus important que les autres. Et quand on voit par exemple d'autres joueurs jouer à son poste, regardez par exemple face à la Real Sociedad encore une fois, je parle de ce match-là parce que c'est le match récent, De Jong n'était pas là, on voit que Pedri est très bon, ok, mais Pedri n'a pas fait autant de différence individuelle. Il a beaucoup essayé d'accélérer le jeu, casser des lignes, ok, mais il n'a pas non plus pris le jeu à son compte comme De Jong le fait. Et ça, encore une fois, c'est un problème. C'est pas pour tirer sur Pedri, évidemment, qui est très très bon. C'est surtout pour dire que De Jong est trop responsabilisé. Et le fautif, selon moi, c'est Xavi. C'est lui. Alors, il n'a pas les profils idéaux, on va dire, pour faire son jeu, pour proposer ce qu'il souhaite. Mais à un moment donné, De Jong ne doit pas être autant responsabilisé. Maintenant, si tu as rien d'autre à dire par rapport à ça, on peut passer au dernier point. Oui, je trouvais ça intéressant que tu disais par rapport à Busquets, parce que évidemment, ça change aussi beaucoup de choses. C'est pas un hasard qu'on ait vu un Frenkie, le meilleur Frenkie depuis Thilo Barça, Ouais. enfin à côté de Busquets dans un double pivot. Même si au début, il était pas mal aussi au début de quand Xavi, enfin par rapport à Xavi quoi, toujours. Quand Xavi est arrivé et que Frenkie jouait plus haut, c'était aussi assez intéressant, je trouvais, dans un rôle un peu différent. Mais la saison dernière, en double pivot, effectivement, quand tu as Busquets qui reste là, tu peux te permettre et dire à Fenty de décrocher un peu, d'aller un peu dans le couloir de Baldé, remonter un peu la balle. Tu as toujours Busquets qui vient en soutien. Tu as juste à lui donner la balle, il va servir en une touche, il va faire le bon choix. Christensen, il joue tout le temps vers l'arrière quasiment. Moi, c'est ce que je dis dans mes vidéos aussi, mais il est très mal orienté, son corps est mal orienté. Il s'oriente jamais en fait pour jouer vers l'avant, il s'oriente toujours dos au jeu pour protéger la balle. Et vu qu'il voit pas ce qu'il y a dans son dos, il joue la sécurité, il joue derrière, donc ça ne te permet pas de faire avancer la balle et de sortir correctement et de construire correctement déjà. Donc c'est compliqué. Après, par rapport à Pedri et la Real Sociedad, moi j'ai trouvé que Pedri a, tu dis, on responsabilise trop Frenkie, mais comme tu l'as dit, Pedri, il était dans le même rôle, à côté de Christensen aussi. Et Pedri, il vient, il prend le ballon,
il distribue, il lâche le ballon quand il faut, tu vois. Alors qu'en soi, il a le même rôle que Frenkie. Xavi, je pense, lui demande la même chose. Mais vu que c'est deux joueurs totalement différents, bah, Pedri, il a pas tendance à trop garder la balle. Parce que Pedri, Frenkie, il est très utile en fait pour casser des lignes, pour se projeter, casser les premières lignes parce qu'il a les coronets peut-être pour le faire déjà. Il a la puissance, il a la technique, ça c'est très bien. Mais après, peut-être soit il manque de solutions, par manque de mouvement devant, ça je pense qu'il y a un problème aussi pour se rendre disponible, les attaquants. Il y a très peu de mouvement des fois. Mais ou soit il sait juste pas quoi faire du ballon en fait. Parce qu'une fois qu'il s'est projeté, qu'il a cassé la première ligne de pressing, et il arrive un peu plus haut sur le terrain, et on dirait souvent qu'il sait pas vraiment quoi faire. Et qui revient, et qui tourne, et ça c'est un problème, et je sais pas si c'est uniquement de la faute de Xavi, tu vois, ou si c'est le joueur aussi qui parfois peut-être que Xavi le responsabilise trop, et peut-être que lui, dans sa tête, du coup, vu qu'il est beaucoup responsabilisé par rapport à ça, bah, il veut absolument garder la balle, et tu vois, et peut-être des fois, il en fait trop aussi, quoi. Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on peut critiquer De Jong, bien sûr. Moi, je suis pas là pour le protéger absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, vraiment, il fait beaucoup, beaucoup de différences individuelles. Pedri, comme tu as dit, c'est un autre style. Il joue beaucoup plus rapidement. Maintenant, pour moi, De Jong a une plus grosse activité, débloque beaucoup plus de situations différentes. Et puis, il a ce jeu long aussi qui est très, très bon. N'oubliez pas quand Cancelo avait dit, hein, son match face à Porto, je sais pas si tu te souviens, quand on avait gagné à domicile, il avait dit que s'il avait été aussi bon, c'est grâce à De Jong, parce que De Jong arrive directement à le trouver à longue distance, à courte distance, à combiner. Et ça, c'est aussi important. Ce type de joueur-là fait beaucoup de différence. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, on parle des sorties de balles. Il y a l'étape juste après, les attaques placées. Quand tu es plus haut sur le terrain, quand tu es face à un bloc bas, le type de situation auquel le Barça est confronté très, très régulièrement, là aussi, pour moi, c'est un défaut de Xavi. On voit trop souvent le Barça faire le fameux U où tu fais tourner le ballon en défense, au niveau de la défense et de latéraux, et il se passe pas grand-chose. Et on voit qu'il y a un manque de rythme, on voit qu'il n'y a pas assez de projection. Souvent, on voit le Barça avec un ou deux joueurs dans la surface, ce qui est beaucoup trop peu. On voit pas assez d'utilisation du troisième homme, on voit pas assez de jeu en triangle, pas assez de combinaisons courtes. Et souvent, ben, tu es amené à donner le ballon à Lamine Yamal, qui va devoir faire des différences en un contre un. Et bon, on sait très bien que c'est un top joueur, que lui, il peut faire ses différences, ok. Mais quand tu en reviens à demander à des joueurs de faire des différences individuelles, bah évidemment que c'est pas le top. Et pour moi, il y a vraiment un gros manque dans l'attaque placée du Barça, pas assez de combinaisons, pas assez de jeux proposés et de schémas travaillés. Donc c'est pour ça qu'au final, le Barça est trop prévisible. Souvent, les matchs sont un petit peu ennuyeux à regarder parce qu'ils ont le ballon, mais ils font pas grand-chose. Et puis, bah, c'est pas assez efficace non plus. Ouais. Mais je pense que, en fait, le truc principal, enfin, comment dire, la tactique principale de Xavi pour attaquer, c'est de beaucoup jouer avec les milieux intérieurs dans les demi-espaces et de prendre vachement la profondeur. Ça a pas mal marché la saison dernière. Ça dépend des joueurs qu'on a en fait. Mais ça a beaucoup marché quand il y avait Gavi, où on le voit avec Fermin Lopez par exemple, qui se projette énormément dans le dos de la défense. Et en fait, ça, c'est vraiment le style, pour moi, hein, en tout cas, c'est le style Xavi, quoi. En fait, d'essayer de trouver, d'essayer les milieux intérieurs qui fassent vachement d'appels comme ça, euh, et de les envoyer dans la profondeur, quoi. Donc effectivement, ça limite un peu le truc parce que tu varies pas souvent ton jeu. Si tes milieux intérieurs sont bien bloqués, ou alors si tes milieux intérieurs font pas forcément d'appels, ne prennent pas forcément la profondeur, bah il se passe plus grand-chose, tu vois. Comme tu le dis, la Yamal est obligé de faire des différences à lui tout seul. C'est pour ça qu'on a vu un autre Barça aussi, et un Barça un peu plus sympathique, quand il y avait Joao Félix. Parce que Joao Félix, souvent, ce qu'on a vu en début de saison, c'est un Joao Félix qui essayait de combiner souvent avec Lewandowski. Tu sais, quand on servait Joao Félix, qu'il a laisse passer entre ses jambes, qui part direct dans le dos de la défense, Lewandowski qui a la balle en une touche. Tu vois, là, il y a des jeux de combinaison, et là, on est un petit peu plus imprévisible, parce que justement, bah, c'est des joueurs créatifs qui sentent un petit peu le football et voilà. Et quand il n'y a pas ces joueurs-là, tu as l'impression que cette équipe-là, elle n'a aucun automatisme devant, que c'est trop statique, que les mecs, tu vas les trouver, contrôle, tu as Lewandowski qui prend pas assez la profondeur,
tu es trop à dézonner en fait. Tu es jamais dans la surface. Lewandowski, tu lui donnes la balle, il fait un contrôle, deux contrôles, il se retourne, il regarde, il veut pas lâcher son ballon. Même s'il a fait une très belle passe contre la Real Sociedad. Mais souvent, ouais, les attaques sont un peu trop statiques. On contrôle la balle, on se retourne, on n'a pas de solution, on repart en arrière. Et très peu de prise de risque aussi, quoi. Ça donne un jeu justement comme ça, comme tu dis, en U, qui fait que il y a très peu de joueurs qui essaient de casser des lignes plein axe euh, parce ils osent pas faire des passes. Et ça, je pense que Christensen aussi il joue beaucoup, quoi. Parce que vu que le bloc est haut, de toute façon, t'as ton double pivot qui est quand même assez haut sur le terrain. T'as tes deux milieux intérieurs qui jouent quand même très très haut. On n'est pas vraiment dans un 3-4-3, on est plus dans un 3-2-5, tu vois. Avec vraiment cinq attaquants, les milieux intérieurs qui sont très très hauts au niveau de Lewandowski et de la Yamal. Euh, Ce qui fait que déjà pour faire des appels dans la profondeur, si ils sont déjà hauts, tu vois, c'est compliqué. Je trouve pas ça très logique. Et je trouve qu'ils bougent pas assez. C'est trop statique, ouais, ce qui rend les types un petit peu trop prévisibles. C'est vrai qu'il manque aussi beaucoup de permutations, hein. On voit Ouais. souvent des joueurs protégés à chaque fois et peut-être qu'un peu plus d'imprévisibilité serait bien dans le jeu avec quelques permutations entre les joueurs. Surtout qu'il y a la qualité, il y a de quoi faire aussi. Quand tu demandes à Lamine Yamal simplement de coller la ligne, il le fait très bien parce qu'il sait dribbler. Mais maintenant, si tu lui demandes de rentrer un peu plus dans le jeu, il peut aussi beaucoup apporter. Et avec les latéraux, on peut aussi tenter quelques petites choses. Par exemple, avec Joao Félix et Cancelo, il y avait une période où ils permutaient souvent. Des fois, quand Cancelo rentrait dans le jeu, Joao Félix prenait l'aile parce que ces deux joueurs-là s'entendaient bien. Et ça, pour moi, c'était très fort. Et ça fait que le côté gauche était vraiment performant pendant un moment dans la saison. Et ça, c'est un peu trop peu utilisé par Xavi. Et c'est un petit peu dommage. Ça fait que souvent, on voit les mêmes actions et ça en revient au final aux joueurs. Parce qu'en soi, beaucoup de gens diront que le Barça se crée beaucoup d'occasions. Et c'est vrai, quand on regarde les stats purement et simplement, c'est une des équipes qui s'est créé le plus d'occasions. Mais sur quelle phase de jeu ils s'est créé des occasions? Pour moi, globalement, c'est surtout quand il y a de l'espace, quand tu joues en transition, quand tu envoies des ballons en profondeur, là, directement, tu es dangereux. Mais sur les attaques placées, c'est de ça qu'on parle actuellement, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus lent et c'est beaucoup plus, en tout cas, beaucoup moins surprenant, je dirais. Ouais, mais c'est un peu par rapport c'est peut-être aussi un petit peu, c'est pas uniquement pour moi, parce que Guardiola, il le disait, je crois, quand il était au Bayern ou je ne sais plus, il disait que son rôle à lui, c'était de faire monter, que l'équipe, elle arrive dans les 30 derniers mètres. Et après, bah, c'est aussi le talent des joueurs qui sont censés un petit peu faire la différence. Et c'est sûr que quand tu as cette équipe-là du Barça, on peut pas dire qu'il y a énormément de talent non plus de joueurs qui font la différence, quoi. Donc c'est triste, ça donne ça, quoi. Ouais, c'est sûr qu'individuellement, c'est moins bon. Mais par exemple, quand tu regardes à City, il y a des schémas de jeu qui sont travaillés et répétés. Par exemple, tu vois De Bruyne, à chaque fois dans le demi-espace droit, il te fait l'appel, il reçoit le ballon, il fait tout de suite le centre et il y a 4-5 joueurs dans la surface. Au Barça, on voit jamais des choses comme ça. Ça, Là, dans la surface, on l'a vu vachement, énormément quand Xavi est arrivé au tout début ouais, avec au tout début. Gavi et même la saison dernière quand on avait encore une fois Gavi dans le demi-espace droit. Souvent, il y avait ce truc-là où il prenait énormément la profondeur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faisait les appels. Et, euh, et même un petit peu en début de saison là, quoi. Mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins. Ces derniers temps, on le voit beaucoup moins. Et dans la surface, souvent, tu as Lewandowski, tu as Gundogan, peut-être Fermin Lopez quand il joue, et puis c'est tout. Les ailiers vont pas rentrer, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain aussi qui vont se projeter. Et souvent, tu peux pas vraiment centrer, tu dois jouer en retrait, et puis en retrait, tu dois recommencer à construire. Et c'est à chaque fois la même chose qui se répète. Et ça fait que les matchs sont assez lents, peu d'intensité. Et pour moi, en tout cas, c'est un gros problème.